C'est le parc le plus visité de Belgique. Conçu comme un immense jardin des mondes, il emmène les visiteurs de l'Afrique à l'Asie grâce à ses merveilles architecturales et une grande diversité animalière. À Paradisa, plus de 5000 animaux vivent sous la responsabilité des soigneurs tout au long de l'année. Est-ce qu'ils vont les copains? La grosse nouveauté, c'est que voilà, je me retrouve avec un truc qui mange des fruits, un autre qui mange des légumes, un autre qui mange de la viande. Enfin, c'est... Ezra! Allez, viens! C'est comme mes bébés, ça je vais pas le cacher. Même pour quand je vais manger, ils sont avec moi. Alors maintenant, ce qu'il faut faire attention évidemment, c'est par rapport à l'assiette qui est en face de moi, puisque c'est pas du tout leur régime alimentaire, même pas en rêve. Il s'éclate. Là, on voit bien la puissance de ces grilles. Ouais. Bon, après, on devra tout nettoyer. Mais... Ah ouais, ça, à chaque fois. Ok. Il faut qu'on prépare notre mer pour faire les changements d'eau sur nos bacs. Malheureusement, nous ne sommes pas à côté de la mer, donc on la crée nous-mêmes. On ferme les portes pour être sûr, peut-être? Là, je pense qu'il va falloir me laisser peut-être tout seul dedans. Je vais essayer de l'attraper d'abord. Le mouton bleu, c'est un mouton qui peut faire des bonds de plus de 6 mètres. Attention, allez. Quand le beau temps n'est pas au rendez-vous, les visiteurs aiment se réfugier dans l'Oasis, une serre géante de 7000 mètres carrés. La végétation subtropicale y est luxuriante. Cactus, hibiscus ou bananiers, on y retrouve aussi de grandes cascades et de nombreux animaux exotiques comme le tamarin, ce petit singe colombien à crête blanche, ou la tortue d'Aldabra des Seychelles. L'Oasis est un véritable jardin d'Éden pour toutes les espèces qui y sont installées. Tous ont entendu la dernière rumeur. Un petit nouveau a débarqué à l'Oasis. Le petit nouveau, c'est Adrien, qui a changé de secteur. L'ancien soigneur des rapaces doit se familiariser avec tous les habitants de ce petit paradis. La grosse nouveauté, c'est que voilà, je me retrouve avec un truc qui mange des fruits, un autre qui mange des légumes, un autre qui mange de la viande, un autre qui mange des insectes, un autre qui mange des insectes et de la viande, un autre qui mange des insectes, de la viande et des fruits. Enfin, c'est le gros truc, je suis souvent perdu avec tout ça, mais c'est chouette, quoi, ça change. Première étape, les chiens de prairie, des petits rongeurs d'Amérique du Nord qui ressemblent aux marmottes d'Europe. C'est sûr, ça change des rapaces. Et les trous de mémoire vont avec, bien entendu, parce que j'ai oublié le rosier pour Palou. C'est juste la base de son alimentation et j'ai quand même réussi à l'oublier, quoi. Le soigneur n'est pas encore tout à fait au point. Le room service, ce n'est plus ce que c'était. Les chiens de prairie ont un menu compliqué. Dans la nature, ils adaptent leur nourriture aux végétaux qu'ils trouvent. Ils mangent aussi des insectes et des graines l'hiver afin de constituer des réserves de graisse. Ça va, grand? Tu viens? Est-ce qu'ils vont, les copains? Deuxième halte du jour, les tatous velus. Avec leur carapace formée de bandes d'écailles, ils semblent tout droit venus de la préhistoire. Le tatou à 18 bandes est originaire d'Amérique du Sud. Il a de courtes pattes mais se déplace très vite. En cas de danger, il rentre les pattes et s'aplatit au sol, protégé par son armure, une technique imparable. Donc voilà, ça fait partie des gros changements, quoi. Ça vole pas, ça a des poils. Enfin, c'est gros changements. Et oui, ça change des chouettes, des pigargues et des condors. Et on va aller faire mon petit préféré ici. Faire mon grand copain Palou. Palou est un couscous des célèbres. Et le service repas, grand. On a parlé de nourriture, Palou s'active. Il est très rare de pouvoir observer ce marsupial venu d'Indonésie. Seuls 4 zoos en Europe en accueillent. Palou a repéré son nouveau soigneur et surtout le contenu de la caisse qu'il a apporté. C'est du rosier. Monsieur mange des feuilles. C'est livré. Palou! Et gros!
Non, Adrien Palou n'est pas gros, il est juste bien portant et un peu craintif. C'est que l'eau, grand, c'est que l'eau, c'est pas grave. Tu viens? C'est du bon, hein? Regarde ça. Bon app. Je dois aller nourrir les autres, grand. Allez, salut. À tantôt. Adrien n'a pas totalement abandonné les oiseaux. À l'Oasis, cet amateur de plumes a l'embarras du choix. Bonjour, bonjour, service repas. Les calaos festonnés ont failli attendre. Ces oiseaux ont un bec imposant avec un petit casque strié sur le haut. On distingue leur sexe à la couleur de leur gros jabot. Il est jaune vif chez le mâle, bleu clair chez la femelle. Avec la taille du bec, quoi. C'est impressionnant. Adrien revient à ses premières amours. Lorsque la période de ponte a lieu chez les calaos, la femelle s'enferme dans un trou d'arbre. Seule une petite ouverture permet au mâle de la nourrir pendant la période d'incubation. On essaye? Plus loin, Olivier continue l'entraînement de ses haras qu'il a élevés à la main. Son but, pouvoir les lâcher dans la serre géante et être en contact direct avec le public. Mais Ezra se fait prier aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as vu? Je suis ici, hein? Allez, viens! On travaille et après on va manger. Hein? Hein? On commence par des petites distances. Voilà, là c'est pour ça, par exemple, je commence à 1 mètre. Hop. Allez, viens! Ezra! Ezra! Ouais! L'animal vient, ben voilà, c'est très bien, je récompense, gros câlin, bisou, je suis content, fier de lui, faut lui dire. Et alors au fur et à mesure, en fait, on va prendre des distances. On va faire 2 mètres, puis 3 mètres, puis 10 mètres, 15 mètres. Et au fur et à mesure comme ça, et jusqu'au moment d'avoir des longues distances. Ezra! Allez, viens! Viens, ma belle! Allez, viens! Ezra! Vas-y! Moi, c'est bien. On a bien travaillé, on a fait son petit tour. On va aller manger. Hein. L'Oasis abrite un grand restaurant. Afin d'habituer Ezra et Tembo, Olivier les emmène avec lui pour la pause déjeuner. Et on reste, hein? Voilà. Bon appétit. C'est comme mes bébés, ça, je vais pas le cacher. Donc voilà, même quand je vais manger, ils sont avec moi. Alors maintenant, ce qu'il faut faire attention évidemment, c'est par rapport à l'assiette qui est en face de moi, puisque c'est pas du tout leur régime alimentaire. Non, alors là, même pas en rêve. Pas de frites pour les haras. Et ce n'est pas parce qu'ils sont nés en Belgique qu'il faut faire une exception. Olivier ne se laisse pas amadouer. Mais non, mais et puis quoi encore? Est-ce que c'est des manières, ça? On reste là? Non, non. Tu restes là. Viens ici. C'est pas forcément facile de manger avec eux, mais je trouve que c'est très agréable. Non mais... Incroyable. Non, bah là, quand vous allez savoir voler, hein, on va rire. Ce matin, Philippine et Manon se rendent chez les capybaras, les grands rongeurs d'Amérique du Sud. Madame a récemment donné naissance à 2 bébés, mais il y a eu un problème. Ouais, il n'y a que ça? Malheureusement, un matin, quand on est arrivé, on a retrouvé un des petits décédé. Donc avec Manon, aujourd'hui, on a pris le lecteur chip pour voir c'est le mâle ou la femelle qui est encore là. Donc le lecteur chip, en fait, c'est pour lire les puces qu'on avait mis aux petits. Allez, loulou. Allez, venez. Pour s'approcher du petit survivant, rien de tel qu'un seau rempli de légumes. Évidemment, le seul qui va pas venir tout près. Qu'est-ce qu'il aime bien, lui? Bah, les épinards, normalement, ils aiment bien.
crois que là, on t'approche tout doucement, t'arriverais à la barre? Je peux essayer. Ouais. 44, 80, 485. Ce que nous révèle le lecteur chip, c'est que c'est le mâle Tobago qui est encore parmi nous. Il va super bien, il est dehors maintenant, il suit le groupe, il s'intègre, il vient manger comme tout le monde, tout se passe bien. Les capybaras sont en colocation avec les fourmiliers et les tapirs. Parce que c'est toujours meilleur dans le seau. On sort le mâle fourmilier? Ouais, ça va, on va sortir Eusebio. Je vais juste prendre le bouclier pour plus de sécurité. Donc on prend la trappe parce que c'est un animal qui est susceptible d'être dangereux, on ne connaît pas toujours ses réactions. S'il s'énerve un petit peu, ça arrive très rarement, mais voilà, c'est une question de sécurité. Tu viens? Bonjour Eusebio. On va sortir en courant. Les soigneuses sont prudentes car Eusebio, le fourmilier géant, a son petit caractère, mais surtout de longues griffes acérées permettant d'éventrer les termitières. Le tamanoir a une morphologie hyper adaptée à son alimentation. Sa langue de 60 cm va lui permettre d'attraper un maximum de fourmis. Et en fait, donc, comme il ne possède pas de dents, il va aussi avoir un système digestif très acide qui va donc tuer les fourmis. Carlos, viens voir ici. Laisse-le manger. Carlos, le tapir, aime aussi les boîtes. Enfin, plutôt ce qu'il y a dedans. L'autre qui vient l'embêter. Qu'est-ce que tu fais? Au final, la boîte en carton ne fonctionne pas si bien dehors. Donc on va finalement le mettre à l'intérieur pour voir si ça va mieux marcher à l'intérieur. Il s'éclate. Là, on voit bien la puissance de ses grilles. C'est marrant, comme quoi il veut que à l'intérieur, à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, ça marche moins. Ben, il a d'autres stimulations à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait avec sa patte? Bon, après, on devra tout nettoyer. Mais... à chaque fois. Il nous fait un carnage. Pendant que Monsieur Eusebio s'éclate, Manon en profite pour sortir sa fille, Milo. Qu'est-ce que tu fais? Et allez dehors, vous. Milo, ce n'est pas la plus rapide. Regarde, Philippine, elle va mettre à manger dehors. Le fourmilier, l'animal le plus rapide du monde. On aurait dû l'appeler Speedy. On ne les sort jamais en même temps puisque forcément c'est sa fille, donc ils ne peuvent pas se reproduire ensemble. Et de plus, le mâle peut parfois être agressif quand c'est pas en période de reproduction. Il peut être vraiment violent parce qu'il faut savoir que dans la nature c'est solitaire et ça va se retrouver seulement en période de reproduction. Tu vas voir Philippine? Avance encore. Vas-y. Une autre boîte pleine de nourriture pour la femelle et cette fois, pas de tapir pour l'embêter. Le capybara monte la garde. Le château de Peridaisa est la demeure des animaux marins. Plus de 40 bassins sont alimentés par 500 000 litres d'eau pour une ambiance magique. L'entretien des aquariums est un travail considérable. Tous les mois, 25 000 litres d'eau de mer sont soit apportés directement des côtes atlantiques, soit fabriqués ici même par les soigneurs. Ashley et Anthony nous ouvrent les portes de l'immense machinerie située dans les sous-sols du château. En arrivant ici, je n'aurais pas cru qu'il y avait autant de choses à faire dans un aquarium. Il faut qu'on prépare notre eau de mer pour faire les changements d'eau sur nos bacs. Malheureusement, nous ne sommes pas à côté de la mer, donc on n'a pas l'eau de mer à foison comme on pourrait l'avoir. On la crée nous-mêmes. Il faut 2 jours pour remplir ces cuves. L'eau y est d'abord traitée afin d'enlever le chlore, les sulfates et les phosphates. Ensuite, les soigneurs ajoutent des sels marins et des oligo-éléments. Et avec un peu de magie, on aura de l'eau de mer. Encore. C'est prêt?
Cette quantité de sel déversée dans la cuve permet de fabriquer 33 mètres cubes d'eau de mer, de quoi tenir 2 semaines. Si on ne fait pas de changement d'eau sur nos aquariums chaque semaine, l'eau de mer en fait va perdre tous ses éléments nutritifs. L'opération n'est pas terminée. Ashley et Anthony vont maintenant endosser la casquette de petits chimistes. Il faut quand même qu'on ait certains paramètres d'eau qui soient corrects pour entretenir tout l'aquarium. Anthony pour Ashley. Oui, Ashley, je t'écoute. Ça donne quoi? Là, il me manque le strontium. Écoute, j'ai tout ça, mais il faut que tu viennes les chercher, ils sont trop hauts pour moi. Ouais, ça marche, je vais arriver. Ils sont... Parce que là, ça va là au-dessus. Ça va pas être très petit. Ok, d'accord, je m'en occupe. Je les réceptionne, merci. Comme quoi, on a parfois besoin d'un plus grand que soi. Ces produits vont servir à obtenir les bons paramètres de la nouvelle eau de mer. Donc j'ai versé 5 litres de calcium, 5 litres de magnésium et 1,6 litre de strontium. Là, t'es bon, t'as 33. Ok, parfait. On va pouvoir aller couper l'osmoseur après alors. Ouais. Anthony pour Ashley. Je coupe la pompe et je lance le nettoyage du filtre. Ok. C'est l'heure du changement d'eau dans les aquariums. Ashley guide Anthony qui ouvre la vanne à l'aveugle. Il faut vraiment dire à notre collègue qui est en bas de stopper au bon moment parce qu'on a des grosses anémones qui se sont collées sur les parois de l'aquarium et elles ne peuvent pas être à sec. Tu vas bientôt pouvoir le couper, hein. Vas-y. Ashley, je vais lancer le remplissage. Ok. 70% d'eau du bassin est remplacée par celle produite par les soigneurs. L'ensemble du volume d'eau brassé par les différents aquariums est de près de 700 000 litres par jour. Anthony, tu vas pouvoir couper. Ok, maintenant. Oui, tu peux. Direction Cambron-Plage, au pied du château, le royaume des phoques. Anaël et Alexandre viennent aujourd'hui nourrir les bébés placés en quarantaine le temps du sevrage. Après l'allaitement, Bonnie et Stitch avaient eu des difficultés à passer à la nourriture solide. Aujourd'hui, nos bébés ont à peu près 3 mois et donc ils ont vraiment bien évolué. Aujourd'hui, on leur présente le poisson et ils ont quand même cet instinct de venir le chercher, de venir sentir ce que c'est dans nos mains. T'as une tendance à m'arracher la tête, hein. C'est bien. C'est bien le lourd? Oui. Là, il a vachement bien progressé, hein. En 3 mois, à peu près, un peu moins de 3 mois, il a vachement bien progressé. Donc là, la prochaine étape, on va essayer de mettre le poisson dans l'eau et qu'eux aillent sur le poisson directement et le mangent au moins dans l'eau tout seul. Là, si on lui lâche le poisson, bah, il va mordiller la tête, mais il n'aura pas ce... En fait, il n'a pas le réflexe. Le phoque va prendre le poisson en bouche et son réflexe, ça va être de jeter la tête en arrière et de ravancer pour ravaler le poisson. Lui n'a pas encore ce réflexe-là. Tant que Bonnie et Stitch n'ont pas cet instinct de manger leur poisson tout seul, on ne peut pas les mettre dans l'étang avec tout le reste du groupe parce qu'ils n'auraient pas toute leur ration nécessaire. Et il faut déjà qu'on ait ce contrôle sur eux, qu'ils mangent le poisson avec nous pour qu'on puisse ensuite ils puissent rentrer dans le phare comme tous les autres tous les soirs. Dans le jardin chinois, un déménagement délicat se prépare. David, le responsable des mammifères, a appelé Damien et Jérémy à la rescousse. Sandrine l'a habitué à manger dans sa main. Je vais essayer d'attraper comme ça. Si ça fonctionne, c'est gagné. Si ça ne fonctionne pas, on emploiera des palettes ou des planches pour essayer de le coincer dans un coin et l'attraper. Les cornes. Ouais.
C'est pas facile à déplacer, c'est des animaux assez nerveux. Ils sont tous les trois tendus, car les animaux à déplacer ne sont pas toujours dociles. Il s'agit pourtant de moutons. Le mouton bleu, c'est un mouton de petite taille avec des très grosses cornes pour le mâle, assez nerveux, assez sauvage, qui peut faire des bonds de plus de 6 mètres et qui peut se déplacer sur des montagnes et des rochers assez raides. On ferme les portes pour être sûr, peut-être? Là, je pense qu'il va falloir me laisser peut-être tout seul dedans. Je vais essayer de l'attraper d'abord. Mais sortez tous déjà. Je vais essayer. Dès que je l'ai, je crie. Ok. David tente d'abord la méthode douce. Non, ça n'ira pas comme ça. Ça n'ira pas comme ça. Il faut qu'on agisse autrement. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Ok. David, c'est un peu notre héros à nous. Donc c'est toujours lui qui s'occupe des animaux un peu problématiques. C'est bien la première fois depuis que je suis ici que je le sens un peu tendu quand même. Et si je rentre dedans, il risque de me charger? Là, ouais. Ou alors il va partir dans tous les sens, mais dis, si tu reçois un mauvais coup là. Sinon, on prend une veste assez large, ou on essaye de. Non? Tu verrais le bazar? Ça saute vraiment, vraiment haut. Parce que même le problème, c'est que même avec les palettes, si tu dis qu'il fait des grands sauts en mettant les palettes, si on essaye de le bloquer, on risque de se. Il va sauter en l'air, hein? Revenons à nos moutons. Le premier à partir sera le mâle. Un sacré caractère. Moi, je suis pas du tout à mon aise. Je pense que Damien non plus. Donc voilà. Donc c'est un animal qui peut quand même charger. Donc avec les cornes qu'il a, c'est quand même. Voilà. On va voir. On va pas prendre de risques, bien sûr. Tu veux que je rentre avec toi, David? Ouais, mais si on se retrouve avec une jambe cassée. Qui? Nous? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il faut qu'on le bouge. Courageusement, David entre seul pour attraper l'animal qui n'a pas été endormi ou étourdi. C'est bon, je l'ai. Une fois qu'on l'a, c'est tout. C'est bon. Ça va? Ça va. J'ai réussi à le coincer derrière le panneau en bois et la palette, où là, il ne savait plus faire marche arrière ni marche avant. Et j'ai su le saisir par ses cornes qui sont très solides, et de là, le maintenir correctement avant de le charger dans l'armoire. Mais non, mais... David a impressionné ses collègues. Mais le travail n'est pas terminé. Il faut décharger le mâle et puis s'occuper des femelles. Les moutons bleus vont rejoindre l'enclos des taquins dorés, eux aussi originaires de l'Himalaya, de quoi faciliter la colloque. Tu peux encore reculer? Et pour éviter le grand saut dont sont capables les moutons bleus, il faut manœuvrer avec précision. Encore? Non, c'est bien comme ça, David. Bon. Attention, parce qu'il va foncer dans le grillage. Hein. Ah ouais, comme il tape. On a un petit problème, c'est que la porte de la remorque, forcément, s'abaisse. Et donc, elle tombe près du bâtiment. Donc, on va essayer de bloquer avec les palettes, aller le plus vite possible pour vraiment éviter qu'ils ne sautent en sortant ou alors qu'ils arrivent à revenir vers la remorque. Bon, comment vous êtes? Il reste que à l'intérieur, en fait. Tout est fermé dehors? Oui. Très prêt, hein? Tout est bon. C'est bien. Ouais, il est rentré. C'est bien, Loulou. Monsieur prend rapidement possession de son nouvel espace. Il ne sera pas directement lâché dans l'enclos des taquins. Ils vont d'abord avoir un contact visuel et olfactif. Du coup, pendant que les taquins sont à l'extérieur, on peut ouvrir la trappe et on peut les lâcher ici. Ils auront tout le paddock ici la journée, quoi. On est content, il n'y a plus qu'à aller chercher les 2 femelles qui sont dans l'autre enclos donc pour les amener près du mâle et les remettre à 3 dans le même enclos.
Le déménagement de ces dames se fait plus en douceur. Elles sont heureuses de retrouver monsieur dans leur nouvel appartement. Ça s'est bien passé, hein? Oui. Bah ouais, super. Un peu de stress au début, vous attrapez, mais voilà. Ils sont quand même mieux ici. J'espère que la cohabitation avec les taquins, ça va bien se dérouler. On va voir. On va voir comment ça va se passer. C'est la dernière matinée où il est avec sa maman, donc c'est pas quelque chose d'anodin, mais ici il devient trop grand et même sa maman commence à en avoir un peu marre, donc il est temps qu'il prenne son indépendance. Comment? là-bas. Le diable de Tasmanie a une palette assez impressionnante de cris. Voilà.